Philippe est Janteur et professeur honoraire de biologie moléculaire à la faculté des médecins de Montpellier, F2. C'est un homme qui a une double casquette. C'est à la fois un médecin et un chercheur de haut niveau qui a consacré toute une carrière qu'on peut qualifier de prestigieuse, même si sa modestie va en souffrir, à la biologie de la cellule. Avec en filigrane depuis très longtemps une déviation de la biologie de cette cellule qui, de temps à autre, dérape et donne des tumeurs et donne des cancers. Et ça, c'est inscrit depuis longtemps dans son programme. Il a commencé sa formation à Niger, à l'Institut de Gustave aussi. Il a poursuivi aux États-Unis, au Caltech, au California Institute de Technologie. Et à Montpellier, on lui doit une brillante carrière comme chef de service de biologie médicale du centre Paul-Lamer, Val d'Orel, qui est devenu le lycéen, vous le savez. Et il a fondé et dirigé l'Institut de génétique moléculaire, qui est un pont particulièrement actif entre le CNRS et l'université. Bon, cette carrière a été jalonnée de très nombreux travaux et publications qui sont unanimement reconnus, et notre ami Philippe Janteur est membre de l'Académie nationale de médecine. Donc la conférence de ce soir, dont vous avez le titre à l'écran, vous voyez, hérédité, génétique, évolution, réflexion historique et futuriste, vous voyez, on dirait l'homme célèbre, vaste programme. Hein. Deux mots, je termine. La génétique est une discipline extrêmement jeune qui a connu à la fin du XXe siècle une véritable explosion. Elle a fait des pas de géant dans la connaissance des mécanismes intimes de la vie, et elle a aussi bénéficié d'avancées technologiques majeures, on peut en parler sûrement. Je pense en particulier au séquençage complet du génome humain. Et surtout, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, elle s'est intégrée dans de très nombreuses disciplines biologiques. Pour ma part, l'anatomie pathologique, c'est maintenant une nécessité d'avoir des connaissances assez poussées en génétique, en particulier pour pouvoir argumenter sur le diagnostic du cancer. C'est un sujet d'actualité qui envahit notre quotidien. Vous savez que l'ADN s'est niché partout. La police scientifique. Vous savez que pour trucider quelqu'un, maintenant, il faut faire très attention, il ne faut pas laisser traîner des petites cellules partout. Et puis, quand vous allumez la télévision, n'importe qui parle de l'ADN pour n'importe quoi. Et il y a 48 heures, je suis tombé sur un entraîneur qui parlait de l'ADN de son équipe de foot. Donc, vous voyez, je pense que cette conférence va nous éclairer sur de très nombreux points d'intérêt tout à fait particulier. Bon, j'arrête là ma présentation. J'ai le plaisir de passer la parole à Philippe Janteur. Bon, ben merci Pierre pour ta présentation. Et puisque j'en suis au remerciement, je vais remercier les représentants de la mairie qui sont là et qui participent évidemment à cette invitation. Et je regrette de ne pas avoir pu remercier Aline, mais je l'ai fait par ailleurs. Et sa présence certainement va lui manquer. J'ai choisi un titre un petit peu compliqué, un petit peu très vaste programme, je l'ai embrayé là-dessus, et je vais essayer de vous le faire le plus concis, le plus simple possible, tout en étant conscient qu'il y a vraiment, c'est vraiment pas du tout un problème simple, et il y a des notions extrêmement complexes que je vais essayer de manier. Si par hasard vous êtes vraiment bloqué sur un point, vous pouvez très bien m'arrêter et surtout ne pas perdre le fil. Et j'ai fait en sorte de décrire l'essentiel de ce que je vais vous dire, de façon à ce que vous puissiez éventuellement le réviser après, puisque ma présentation sera disponible. Donc voilà à peu près dont je vais vous parler ce soir, hein, de l'hérédité à la génétique. Il n'y a pas une identité absolue entre l'hérédité et la génétique, d'abord au niveau chronologique. On a parlé d'hérédité bien avant de parler de génétique, c'est-à-dire bien avant de connaître même la notion de gène. Donc, hérédité vers la génétique naturelle, c'est en fait du caractère, c'est-à-dire ce qu'on observe, jusqu'au gène. Ensuite, on est passé de la génétique naturelle
à la génétique artificielle, c'est-à-dire le génie génétique, les manipulations génétiques. Et tout ça a pu se brancher sur les notions d'évolution, évolution naturelle, la révolution du génie génétique et l'évolution artificielle, et ce sont toutes les parties, tous les points que je vais essayer d'aborder maintenant. Alors d'abord un petit schéma chronologique qui montre que finalement, de tout ce dont je vais vous parler, ce qui est le plus ancien chronologiquement, c'est le travail de Darwin sur l'évolution, et qui date de 1859. Un autre travail absolument fondateur, c'est évidemment le travail de Mendel, mais contrairement à ce qui est écrit, le travail de Mendel a été publié en 1865, mais il a été vraiment connu au début du XXe siècle, lorsqu'il a été sorti de l'oubli, par d'autres chercheurs, mais qui ont quand même reconnu la paternité de Mendel à ce sujet. Et tout ça a convergé vers des études, vers une science qui était la génétique, mais qui au départ était évidemment complètement naturelle. Et là-dessus s'est branché toutes les possibilités ouvertes par le génie génétique pour une génétique maintenant artificielle, et on va envisager après ses rapports avec l'évolution. Alors d'abord, première partie, l'hérédité. Alors d'abord, beaucoup de caractères héréditaires ont été étudiés bien avant la notion de génétique, parce que bien avant le concept même de gène. Par exemple, les groupes sanguins ont été étudiés dès le début du XXe siècle. La génétique de la mouche a commencé aussi vers les années 1920, les maladies d'hémoglobine, etc. Alors, les lois de Mendel, sur lesquelles je vais m'attarder un tout petit peu, en essayant de les simplifier, parce que tout ça n'est pas absolument simple, décrivent l'hérédité des caractères observables. Mendel ne connaissait pas la notion de gène. Et tous ces caractères observables, c'est ce qu'on appelle maintenant le phénotype, c'est-à-dire l'apparence de quelqu'un. On va dire que quelqu'un est grand, petit, qu'il a un petit poids et comme ceci, comme cela. C'est ce qu'on voit à l'œil, mais ça ne nous dit rien, a priori, du temps de Mendel, en tout cas, sur le statut de ces gènes. Alors, que disent ces lois? Alors, Mendel a fait un certain nombre de croisements entre des petits pois. Oui, c'était son truc, les petits pois. Mendel, c'était un moine d'origine autrichienne dans un couvent de Moravie qui s'amusait à croiser des petits pois. Alors, il avait pris des petits pois qui avaient soit des fleurs rouges, soit des fleurs blanches, et ces deux races de petits pois étaient... Donc, il avait pris deux races de petits pois, des races pures. Certains avaient des fleurs rouges, d'autres des fleurs blanches, et il les a croisés. Première génération, la descendance, tous les petits pois sont rouges. Première loi de Mendel, il y a uniformité au niveau des hybrides. Ils sont tous pareils, ils sont tous rouges, même s'ils ont des parents blancs d'un côté. Maintenant, s'il prend cette première génération qui lui remélange entre eux, ils recroisent entre eux, ça on savait bien faire déjà à l'époque, on voit réapparaître, issus de parents à fleurs rouges, tous les parents étant à fleurs rouges, on a vu réapparaître des petits pois à fleurs blanches. C'est la deuxième loi de Mendel, ségrégation des caractères. Je vous le fais simple, hein, mais conclusion, le caractère couleur des fleurs existe en deux versions, l'une rouge, l'autre blanche, portée par le mâle et la femelle. Deuxièmement, le caractère rouge est dominant, puisqu'il s'impose au caractère blanc, puisque quand on a croisé blanc avec rouge, tous étaient rouges, donc le caractère rouge est dominant, et inversement, le caractère blanc est récessif. Alors ça s'explique facilement, dans ce cas, par le fait que la fleur rouge fabrique un pigment rouge et que la fleur blanche ne sait pas le faire. Alors, là encore, j'ai schématisé Donc, première génération, les parents blancs et rouges donnent que du rouge. Deuxième génération, on voit réapparaître le caractère blanc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire ce qui est visible à l'œil, l'apparence, le caractère.
En dessous de ça, mais évidemment, à l'époque, Mendel ne le connaissait pas, hein, eh bien, c'est ce qu'on appelle le génotype, et voilà le schéma que ça donne dans l'hypothèse où, évidemment, le caractère rouge est dominant. Maintenant, si le caractère rouge est une maladie, ça va peut-être nous intéresser un petit peu plus que les petits pois, encore que c'était très intéressant, hein. Est-ce qu'il y a des maladies qui sont dominantes? C'est rare. Ça existe, je parle de maladies chez l'homme, c'est rare, c'est en général des maladies très graves, et en général, là encore, dans ce cas-là, la descendance n'est pas pertinente, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont capables, en général, d'avoir une descendance. Le cas le plus fréquent, très habituel, c'est le cas où la maladie est portée par un gène récessif, par exemple la mucoviscidose. Il y en a beaucoup d'autres, mais enfin, on entend beaucoup parler. Et est apparue avec cette notion de récessivité, la notion de porteur sain. Qu'est-ce que c'est qu'un porteur sain? C'est quelqu'un qui est sain, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, mais qui au fond de lui a quand même porte le gène malade. Seulement, l'un des chromosomes est malade, c'est-à-dire chaque cellule a 2 chromosomes, l'une venant du père, l'autre venant de la mère, et dans ce cas-là, l'un des 2 porte la mutation malade. Donc, comme le caractère est récessif, s'il y a seulement une des copies du gène qui est pathologique, eh bien, on ne voit pas la maladie, mais elle est quand même là, puisqu'elle va pouvoir être transmise à la descendance. Mais ce qui est intéressant, et on vient de le voir à propos des petits pois, c'est que deux parents porteurs sains, c'est-à-dire chacun porteur d'une mutation, mais une seule, peuvent donner naissance à 50% de porteurs sains, à 25% de vraiment malades, c'est-à-dire qu'ils auront les deux mutations, mais aussi, et ça c'est très important, à 25% d'individus sains. Et c'est très important si on en vient à parler, ce que je ne ferai pas ce soir, mais de diagnostic préimplantatoire, par exemple. C'est important de savoir que la possibilité existe qu'à partir de 2 parents porteurs, ils aient un enfant guéri, complètement. Ça pèse, c'est sûr, dans le raisonnement et les considérations éthiques qui président à ce choix. Bon, abordons maintenant la génétique, donc la génétique, disons, naturelle, celle qui ne relève pas encore du génie génétique. On a vu tout à l'heure les lois de Mendel, 1865, mais en fait, redécouverte vers 1900. La théorie chromosomique de l'hérédité, ça veut dire, on s'est aperçu, Morgan a considéré que c'était les chromosomes, puis vous voyez sous le microscope, qui étaient les porteurs de ces caractères. L'ADN est le support d'hérédité. C'est venu bien plus tard. Je dirais que c'est venu récemment. Hein. Pourquoi récemment? Parce que c'était de mon temps. C'est une définition comme une autre. Hein. Donc, j'étais déjà né quand Avery a montré que c'était l'ADN, c'est le support chimique de l'hérédité. Ensuite, alors, vraiment une date fondatrice, qui est la structure de l'ADN de Watson et Crick en 1953, et après, alors, les nombreux travaux qui ne sont pas encore tout à fait finis sur la réplication de l'ADN et la division cellulaire. Bon, maintenant, je vais m'intéresser à la façon dont ces caractères se propagent d'une génération à l'autre. Une propagation qu'on appellera verticale. Alors, une bactérie, par exemple, prenons un cas vraiment simple, une bactérie, quand elle grandit, elle finit par s'allonger, puis elle se divise. Donc, les 2 cellules, les 2 bactéries filles sont vraiment identiques à la bactérie mère, et elles sont identiques entre elles. C'est déjà ce qu'on appelle un clone. Un clone est constitué d'individus strictement identiques entre eux. Bon, là, j'évoquerai après cette possibilité de transfert horizontal entre bactéries. Maintenant, si j'envisage des cellules d'un organe, d'organisme supérieur, l'homme, si tant est que l'homme soit un être supérieur, on en doute parfois, donc chaque chromosome ici existe en 2 copies, l'une provient du père, l'autre provient de la mère.
Et le doublement des paires de chromosomes se fait par un processus, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, c'est vraiment... mais qu'on appelle la mitose. Et à nouveau, une cellule somatique, c'est-à-dire d'un organe, une cellule sanguine par exemple, une cellule de n'importe quoi, donne naissance à deux cellules filles identiques, et identiques à la cellule mère, et là encore, la répétition de ce processus va engendrer un clone. Alors voilà ce que c'est que la mitose, hein, c'est extrêmement simple, une cellule, deux chromosomes, deux cellules, chacune exactement la même constitution de chromosomes. Alors, dans les cellules germinales, c'est tout à fait différent. La division cellulaire, la réplication de l'ADN, se fait par un mécanisme très particulier, extrêmement complexe, dans lequel je ne vais pas du tout rentrer là, tout de suite, qu'on appelle la méiose, et qui entraîne, c'est ça vraiment qui est très important, qui entraîne un mélange des caractères des deux parents. Alors voilà, je complète mon schéma tout à l'heure. Côté méiose, là ici, vous avez un phénomène de crossing over, on appelle, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mélange des chromosomes d'origine paternelle et maternelle dans chacun des chromosomes. C'est un petit peu si je prenais deux jeux de cartes, l'un rouge, l'autre bleu, et que je les mélange, je les intercale, hein, il y aurait constamment un mélange de cartes bleues et rouges de chaque côté. Alors là, je vous ai figuré un seul événement de crossing over, mais dans la réalité, ils sont produits des milliers sur chaque chromosome. Donc un grand brassage, et ça, je vais avoir l'occasion d'y revenir pas mal. Ah oui, alors je vous ai fait une petite séance de révision. Hein, important à se rappeler la notion de dominance, de récessivité et ce qui engendre la possibilité de porteurs sains, dans le cas évidemment d'une maladie récessive. La notion de clone aussi. Un clone est fait d'une population de cellules identiques, car elle dérive d'un parent unique. Ça ne s'applique qu'aux organismes monocellulaires ou aux cellules somatiques, comme j'ai vu tout à l'heure, d'organismes pluricellulaires. Donc un organisme supérieur n'est pas un clone. Mais en revanche, c'est un assemblage de lignées cellulaires qui, elles, le sont. J'espère que c'est clair. Alors, la mitose produit des clones, pas la méiose. Et donc, les lignées germinales ne sont pas des clones parce qu'elles ne sont pas identiques aux parents. Allez, on va commencer vers l'évolution, et évidemment, l'évolution naturelle. Alors, on a vu le travail fondateur de Darwin en 1859, qui stipule qu'il y a d'abord une diversité qui est créée avec de légères variations entre individus, et au sein de cette diversité, il y a une sélection qui s'opère pour sélectionner les plus aptes en fonction de l'environnement, qui lui va changer au fil des millénaires ou des millions d'années. La diversité précède donc la sélection. Et on peut rapprocher ça du titre de l'ouvrage très célèbre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Le hasard d'abord, pour fabriquer beaucoup de variants, et la sélection après, pour en choisir. Alors, comment va-t-on créer de la diversité? Je vais aborder trois aspects, les mutations, les rétrovirus et la reproduction sexuelle. Et voyons d'abord comment le point des mutations. Alors, ce que je veux vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que les mutations se produisent d'abord et avant tout par le seul fait du hasard. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des facteurs extérieurs liés à l'environnement qui vont accroître ce taux de mutation. Mais rien, de toute façon, n'éliminera le hasard. Alors, les facteurs de l'environnement, ça peut être des rayons du soleil, des produits chimiques, des rétrovirus, on va revoir ça après. Alors, décortiquons un petit peu ce que ça veut dire les mutations. Déjà, la première source de mutation se fait lorsque, en répliquant l'ADN, il y a des erreurs qui se font.
Alors, le processus de réplication de l'ADN est extraordinairement fidèle. Chez les bactéries, une erreur pour 10 milliards de nucléotides répliqués. C'est pas beaucoup. Hein, si vous deviez taper 10 milliards de nucléotides, je sais pas combien vous feriez d'erreurs, mais sans doute plus que 10. Chez les cellules animales, qui sont un petit peu plus précises, c'est 10 fois moins. Une pour 100 milliards. Alors ça, c'est déjà extraordinaire, mais finalement, c'est pas beaucoup, parce que si on fait le calcul avec le nombre de milliards de nucléotides qu'on a dans notre ADN, on a 3 milliards de nucléotides dans chacune de nos cellules. Ce qui veut dire, alors là, je ne me rappelle même pas du nombre, hein, chez l'homme, un gène sur 1 million à chaque division cellulaire, soit une erreur pour 4 cellules, et pour 40 cellules. Mais pour les seuls globules rouges qui se répliquent très vite, ça fait déjà 60 milliards d'erreurs par jour. Donc, faut pas oublier quand même ces chiffres. Mais, c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Je n'ai parlé là que d'erreurs au cours de la réplication. Mais, nous sommes dotés d'un système de contrôle de ces erreurs, de réparation de ces erreurs, qui va en corriger beaucoup. Hein? Mais, il y en a quand même qui passent au travers du filtre, et ça devient vraiment des mutations. Donc, c'est toutes les erreurs qui n'ont pas été corrigées. Alors, il est important de savoir aussi que toutes ces mutations ne sont pas forcément délétères, toxiques. Elles peuvent être tout simplement neutres, c'est-à-dire ça n'a aucune importance. D'abord, ça ne touche peut-être même pas une région codante. On sait que chez l'homme, par exemple, il y a quelques pourcents de notre génome qui a vraiment une signification en termes de protéines. Donc si ça tombe à côté, pas bien grave. Et même si, quelquefois, si ça tombe dans la région codante d'une protéine, c'est pas forcément grave non plus. Et on appelle ça simplement des polymorphismes. Donc c'est pas vraiment une mutation. Maintenant, la mutation peut être aussi délétère, voire létale. Évidemment, une mutation létale qui est dominante, dans la mesure où il n'y a plus de descendance, bah, c'est pas trop grave, hein, parce que ça n'a pas de suite, puisqu'elle ne sera pas transmise. Et elles peuvent être alors, à l'inverse, bénéfiques, et donc jouer un rôle moteur dans l'évolution, et elles peuvent aussi, on va en voir des cas, soit délétères, soit bénéfiques, en fonction de l'environnement. La même mutation, dans un certain contexte, va être défavorable, dans un autre contexte, va être au contraire un avantage évolutif. Avec évidemment une importance de la dominance ou de la récessivité. Et là, je vais vous prendre un exemple d'une maladie très connue en Afrique, qui est la drépanocytose, on appelle l'anémie falciforme aussi. Alors, c'est une maladie extrêmement répandue, là j'ai les chiffres, 4,4 millions de malades dans le monde, 310 000 naissances en 2015, 114 000 décès, et la plupart des cas sont en Afrique subsaharienne. Alors, voyons un petit peu les caractéristiques de cette maladie. C'est une maladie à transmission autosomique récessive. Ça, c'est le terme savant. Autosomique, pourquoi? Parce qu'elle est portée par les autosomes. Qu'est-ce que c'est que les autosomes? Ce sont des chromosomes non sexuels. Elle est récessive. Bon, ça, maintenant, on a vu ce que c'était. 2 parents malades donnent 100% de malades. Ça, le contraire, aurait été étonnant. Un parent malade et un parent sain donnent 100% de porteurs. C'est la première loi de Mendel. Petit pois rouge, petit pois blanc donnent que des pois rouges. Un parent porteur et un parent sain donnent 50% de porteurs, 50% de sains. Et 2 parents porteurs hétérozygotes, ça c'est la deuxième loi de Mendel, eh bien va vous donner à nouveau 25% d'enfants sains. On en revient exactement au même calcul de tout à l'heure. Il est possible que deux parents porteurs sains ayant chacun une mutation engendrent un enfant totalement guéri. Donc ça a une incidence dans les décisions de... Troisièmement, alors cette maladie est caractéristique par
un phénomène qu'on appelle l'avantage hétérozygote. L'hétérozygote, c'est les porteurs sains. C'est-à-dire ceux qui ont un côté de la mutation et pas de l'autre côté. Alors, ces hétérozygotes, porteurs sains, sont relativement résistants au paludisme. Et dans les régions impaludées, c'est évidemment un gros avantage. Pourquoi ça? Parce que les globules rouges, du fait de ce déficit de la drépanocytose, meurent prématurément, et donc ils ne peuvent pas supporter la croissance du parasite jusqu'à son terme. Donc, c'est ce qui explique une forte prévalence des maladies, parce que les gens meurent moins peut-être qu'une autre maladie. En revanche, alors ça, on ne sait pas très bien expliquer pourquoi les homozygotes, ceux qui sont vraiment malades, sont plus sévèrement atteints par le palud que les personnes qui n'ont pas ces mutations. Ça reste à élucider. Ah oui, petite réflexion qui me vient, parce que j'ai toujours une petite faiblesse pour parler du cancer. Le cancer aussi est causé par des mutations. Et toujours par des mutations. Pas de mutation, pas de cancer. Mais s'il n'y a pas de cancer, s'il n'y a pas de mutation, il n'y a pas d'évolution non plus. Alors, est-ce qu'il faut choisir le cancer ou l'évolution? Le cancer serait le prix à payer pour évoluer. Ça se trouve, on n'a pas le choix. Deuxième contrôle continu. Rappelez-vous bien, une mutation n'est pas forcément délétère. Elle peut être simplement indifférente, neutre, même avantageuse selon le contexte. Le hasard est déjà le grand pourvoyeur de mutations avant même que l'environnement n'intervienne. Donc, en l'absence de tout facteur extérieur, je glisse mon thème favori, le cancer existera toujours. Je referme la parenthèse. Comment créer de la diversité? Deuxième aspect, les rétrovirus. Les rétrovirus sont un moteur important aussi de l'évolution, parce que ce sont des virus qui vont s'intégrer dans les chromosomes. Le virus du sida, par exemple, est un rétrovirus. Il y en a bien d'autres. Et au fil de l'évolution, notre génome à nous, notre génome humain, a été bombardé littéralement par des très grandes quantités de rétrovirus qui sont venus se coller un petit peu partout à l'intérieur de nos chromosomes, que nous véhiculons donc de façon absolument définitive, avec nous, au point que, alors d'abord, ils entraînent des remaniements. Quand il y a un rétrovirus qui arrive et qui se glisse quelque part, ça a des conséquences évidemment. Et pour vous montrer l'importance quantitative de ça, près de 8% de notre génome est fait de rétrovirus, qui viennent d'un peu n'importe où. Mais c'est un facteur tout à fait important. On n'en parle jamais, mais c'est pourtant très important. Troisième moyen de créer de la diversité, alors ça j'ai déjà dû l'expliquer, c'est la reproduction sexuelle avec le mélange, au cours de la méiose, au cours des crossing over, des caractères issus du père et de la mère. Je vous représente ce diapo, mais sans m'y attarder. En revanche, je vous montre, au niveau pris par le microscope électronique, le phénomène de crossing over. On voit vraiment des échanges qui se font d'un chromosome à l'autre. Et ça peut se produire des centaines ou des milliers de fois sur le même chromosome. Donc, très très important, la reproduction sexuée. C'est un facteur de brassage énorme, parce que les enfants ne sont jamais identiques aux parents. Voilà. Donc ça ne fait que redire ce que je viens de vous dire. Et avec apparaît la sélection par préférence sexuelle, qui est un facteur important pour la reproduction, et qui se fait sur des critères qui ne sont peut-être pas les critères. Tout ce dont je viens de vous parler, c'était essentiellement une propagation verticale, parent-enfant. Mais les bactéries, on l'a vu, échangent déjà entre elles des facteurs de résistance. On sait très bien que c'est pour ça qu'il y a des bactéries qui sont multirésistantes, parce que dans un milieu hospitalier où il y a des bactéries qui sont de diverses origines, qui ont chacune leur petit facteur de résistance, et qu'elles se l'échangent entre elles,
Donc ça crée des bactéries qui vont accumuler tout un tas de facteurs de résistance. C'est une transmission horizontale de bactéries à une autre. Et le cas des rétrovirus, c'est un deuxième aspect de ça, de transmission horizontale. Un terme qu'on utilise beaucoup maintenant, c'est la notion de coévolution, et même certains, écoévolution, hein, ça fait un peu plus vert. Il faut bien prendre conscience qu'aucune espèce n'évolue indépendamment. Indépendamment de quoi? De son environnement, indépendamment des autres espèces qui l'entourent, prédateurs, proies, mais aussi échange de matériel génétique, on vient de le voir. C'est une dépendance vis-à-vis de son environnement qu'elle est capable d'échanger avec lui, avec d'autres individus, du matériel génétique. Pour qu'une mutation ait des chances de se propager, il faut au départ, hein, on a tendance à dire qu'il faut qu'elle touche un nombre suffisant d'individus. Sauf si je vais envisager un cas particulier, qui est ce qu'on appelle l'effet fondateur, dont Wikipédia vous donne la définition suivante. L'effet fondateur correspond à la perte de la variation génétique qui se produit lorsqu'une nouvelle population est établie par un très petit nombre d'individus appartenant à une population plus grande. Alors, je vais essayer de vous rendre ça un peu plus clair. Je ne sais pas si je vais réussir. Imaginons une population dans laquelle vous avez des milliers de nuances de gris. Et au milieu de tout ça, vous avez une variabilité qui a engendré un individu, j'appelle noir, ça n'a pas de connotation particulière. Restons prudents. Bon, supposons que cette population qui vit sur un continent, hein, tout d'un coup, il y a un petit nombre d'individus qui décident de partir avec leur pirogue, hein, donc ils sont peut-être une cinquantaine, une centaine, quelques pirogues, et ils vont aborder dans une île où il y a jusqu'à présent rien. Une sorte de Club Med, mais sans les géos. Alors, cette mutation qui a un certain avantage sélectif va beaucoup plus vite que au sein d'une grande population parvenir à finalement prendre le dessus complètement des autres. Et au bout de quelques générations d'échanges de matériel génétique, restons soft, la mutation favorable va très vite s'imposer aux autres. Alors je martèle encore, hein, la reproduction sexuée, c'est un grand bond pour l'évolution. Car des individus nouveaux apparaissent à chaque génération. Ce qui n'était pas le cas lorsqu'une cellule se divisait en deux cellules. Une mutation peut être favorable ou délétère en fonction du contexte, le nom de coévolution. On n'évolue pas tout seul. Et alors, dans une petite population, un mutant bénéfique peut prendre le dessus beaucoup plus vite, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique, hein, qui fait que finalement l'évolution s'accélère dans le sein d'une petite population s'il se trouve héberger un individu avec une mutation favorable. Bien, passons maintenant à vraiment la véritable révolution apportée par le génie génétique, par les manipulations génétiques. On ne le souligne pas souvent assez, je trouve, mais la première grande révolution apportée par le génie génétique, c'est l'abolition de la barrière d'espèces. Jusqu'à présent, on sait que les espèces différentes ne se croisent pas entre elles. C'est d'ailleurs leur définition. On dit que deux individus sont d'espèces différentes s'ils ne peuvent pas se reproduire. Comment on fait ça, la manipulation génétique in vitro dans le tube à essai, évidemment, peu importe d'où viennent les ADN, on est capable de recombiner n'importe qui avec n'importe quoi. Ces organismes à reproduction non sexuée comme les bactéries, la création de lignées modifiées est extrêmement simple. On fait ça dans les laboratoires de biologie moléculaire, ça se fait par des centaines, enfin tout le monde fait ça sur sa paillasse. En revanche, chez les organismes à reproduction sexuée, la création de lignées transformées, qu'on appelle transgéniques, est déjà beaucoup plus compliquée. Mais on y arrive quand même. Qu'est-ce qu'un animal transgénique? C'est donc un animal
dont le génome a été modifié artificiellement, et de telle sorte que cette modification soit héréditaire. C'était déjà un mode d'évolution artificielle, puisqu'on créait des individus totalement nouveaux. La technologie de construction d'un animal transgénique, disons une souris, est très compliquée et très longue. Au point que l'application à l'homme était jusqu'à présent complètement inimaginable. Il faut dire que ça impliquait, par exemple, de croiser déjà deux parents, de prendre les enfants, de les recroiser entre eux. Bref, au niveau humain, c'est quand même pas facile à imaginer. Aussi, tout le monde s'est trouvé facilement d'accord pour dire qu'il ne faut surtout pas le faire. Donc c'était totalement impensable. C'est un accord, un consensus a été très vite recueilli là-dessus. Sauf que la situation a maintenant changé. Grâce à une découverte faite il y a 4-5 ans d'un système qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, CRISPR-Cas9, qui bouleverse complètement les données pratiques du problème. Parce que ce qui était impensable avant devient tout à fait pensable. Et ça ouvre donc l'air d'une évolution dite artificielle. Merde, où suis-je là? Voilà. Alors, je donne simplement une photo idéalisée, évidemment, de cet outil CRISPR-Cas9. Et qui ouvre donc la possibilité d'une évolution artificielle contrôlable par l'homme, avec 3 aspects: la thérapie génique germinale, le forçage génétique, gene drive en anglais, et l'évolution dirigée in vitro. Alors, la thérapie génique. Un petit rappel sur ce qu'on appelait déjà la thérapie génique, mais au niveau somatique, et qui consistait à introduire un gène thérapeutique dans les cellules d'un organe malade, chez un homme, hein, et la transmission de la correction se fait bien verticalement de la cellule mère à la cellule fille, mais elle reste confinée dans les lignées de cet organe. Donc ça veut dire qu'on va peut-être guérir l'individu, mais certainement pas sa descendance. Or, ce qu'on souhaiterait maintenant, c'est pouvoir guérir la descendance. Alors ça ne posait pas, ça posait beaucoup de problèmes techniques, c'est pour ça que ça a mis quand même plusieurs dizaines d'années avant vraiment d'avoir des grands succès, maintenant qu'ils sont bien établis, mais ça ne posait pas vraiment de problème éthique, puisque ça n'impliquait pas de modifier la descendance. Alors maintenant, grâce à cet outil CRISPR-Cas9, une thérapie génique germinale devient possible, devient envisageable. Pour devenir héréditaire, bien entendu, il faut toucher les cellules sexuelles. Pour toucher toutes les cellules, y compris les cellules sexuelles, finalement, le plus simple, c'est de toucher, c'est de travailler sur le moment où l'individu, sur lui, a une seule cellule. Comme ça, on est sûr que tout le reste va être modifié, et c'est évidemment de travailler sur l'œuf fécondé. Alors, l'idée, l'utilisation de cet outil CRISPR-Cas9 consisterait à prendre un œuf fécondé, un œuf humain, pourquoi pas, et à faire cette implantation, à faire ce travail in vitro, avant d'implanter l'œuf modifié dans l'utérus. Alors ça ouvre évidemment la voie à des aspects bénéfiques, si on envisage qu'on pourra éradiquer telle ou telle maladie, mais aussi, ça ouvre la porte à des abus. Je ne vais pas rentrer dans ce chapitre-là aujourd'hui, parce que ce serait trop vaste, mais enfin, d'eugénisme, de transhumanisme, de tout ce qui tourne autour de ça. Bon, CRISPR, déjà, a soulevé beaucoup d'encre. D'abord, ce qu'on appelle le scandale des bébés CRISPR, parce qu'un chercheur chinois, il y a 1 an ou 2 maintenant, a annoncé avoir fait naître 2 petites filles modifiées par la technique CRISPR-Cas9 et dans le but de les rendre résistantes au virus du sida. Ce travail, quand il a été présenté, n'était pas publié par écrit, mais ça a fait un tollé absolument international dans toute la communauté qui travaille dans ce genre de sujet, qui a été complètement scandalisée, parce que à la fois les manips étaient mal faites, les objectifs n'étaient pas clairs, et en tout cas ne permettaient pas d'assurer le résultat,
Et donc ce chercheur, bon, pendant un certain temps, on n'a plus entendu parler, maintenant on sait qu'il est en prison. Il a hérité de 3 ans de prison en Chine. Oui, le Prime Editing, c'est la dernière version, la plus récente, ça date d'octobre 2019, hein, c'est pas vieux, de l'utilisation de cet outil qui est amélioré, disons, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais qui permet de faire tout un tas de modifications d'un seul coup. C'est absolument prodigieux. Plusieurs dizaines, une centaine, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a fait le gars de la publication, mais c'est vraiment prodigieux. Autre technique, le forçage génétique. Alors, jusqu'à présent, ce qui était considéré, c'était d'utiliser la petite cassette qu'on a dans le tube à essai, CRISPR-Cas9 qui est écrit sur le tube et qu'on peut mettre sur l'œuf fécondé, mais qui ne servirait qu'une fois. Maintenant, on s'est dit, et si on mettait le gène qui code pour cet outil directement dans l'ADN, cette fois-ci, ce serait stable. Et ce serait non seulement stable, mais si sur un chromosome, vous avez maintenant le gène CRISPR-Cas9, le chromosome d'à côté qui vient de l'autre parent, eh bien vous allez l'attaquer et le modifier lui aussi, en fait le convertir. C'est pour ça qu'on appelle ça du forçage génétique, parce que ça accroît de façon absolument énorme la propagation de cette modification que vous avez introduite. Alors c'est très intéressant, c'est pas sans... bon, hein, je vous montre, on a introduit ce petit morceau, ça c'est le gène CRISPR-Cas9. Quand il va se retrouver à côté d'un chromosome normal, eh bien il va le convertir lui aussi, ce qui fait qu'en très très peu de temps, toute la descendance va avoir été modifiée. Bon, ça c'est ce que je viens de vous dire, donc envahissement de toute la population. Alors et ça a excité beaucoup les gens, il y a même eu des expériences qui ont été faites, on s'est dit, pour éradiquer le paludisme, eh ben, ce serait bien d'arriver à avoir, par un mécanisme de forçage génétique, avoir quelque chose qui complètement éradique la possibilité de transporter le virus, le parasite. Alors plusieurs stratégies ont été envisagées. D'abord, fabriquer des moustiques qui soient incapables de transporter le parasite. Donc ça veut dire qu'ils ne pourraient pas, ils seraient protégés vis-à-vis du parasite parce que tout simplement ils ne sauraient pas comment le transporter. Je ne peux pas vous expliquer comment c'était conçu, mais c'était une des voies. Deuxième possibilité, on ferait une mutation qui rend les femelles stériles. Alors là, non seulement on les protège, mais on les tue. Et on éradique complètement la lignée. Alors évidemment, ça soulève tout un tas de problématiques et environnementaux. C'est sûr qu'éliminer une lignée même si ce sont des moustiques, c'est pas du tout trivial. Donc très grande réserve que rencontre l'application de cette technologie en raison de son pouvoir absolument énorme. Dernier aspect, je pense, je ne sais plus si c'est le dernier, mais on est capable maintenant de faire de l'évolution in vitro. Alors par exemple, pourquoi, dans quel but pourrait-on faire ça? Par exemple, on voudrait obtenir un organisme qui soit capable de produire une certaine protéine qui n'existe pas encore, qui a des propriétés nouvelles, qui soit simplement améliorée par rapport à une protéine existante. Donc on va passer par les étapes absolument habituelles de l'évolution, création de diversité et sélection itérative éventuellement. Alors évidemment, on va faire ça dans des organismes qui se renouvellent très vite, c'est-à-dire des bactéries, des levures, des trucs comme ça. Peut-on imaginer une expérience type d'évolution dirigée in vitro? Donc je rappelle l'objectif, obtenir une protéine capable de reconnaître un nouveau substrat, capable de faire une enzyme qui va reconnaître un nouveau substrat, faire une nouvelle réaction. Alors on va déjà essayer de choisir au départ un gène
qui produit une protéine qui a des propriétés quand même assez voisines. C'est-à-dire, il va faire le même genre de réaction, mais sur un autre substrat. Donc, on part déjà de quelque chose qui est déjà dans la bonne voie. On met ce gène dans un organisme qui va multiplier, une bactérie ou une levure, et on va mutagéniser, c'est-à-dire envoyer des mutagènes en pagaille, de façon à créer un grand nombre de mutants. Et on va voir si parmi cette grande population de bactéries mutagénisées, il ne va pas y en avoir une qui va avoir un tout petit embryon de début, de commencement de la réaction qu'on cherche. Et si on trouve ça, on va continuer et petit à petit faire évoluer très vite. Chez les bactéries, ça se passe très très vite. C'est des maladies qu'on fait du soir au lendemain. Jusqu'à essayer d'avoir l'activité que l'on recherche. Alors à quoi est-ce qu'on peut appliquer ces techniques d'évolution in vitro, d'évolution dirigée, hein, on ne fait pas n'importe quoi, on le dirige. Donc améliorer des propriétés existantes. Par exemple, on peut se dire, tiens, cette protéine-là est bien intéressante, mais elle est très fragile. Si j'arrivais à la rendre résistante à la chaleur, c'est quand même bien utile. C'est un exemple. On pourrait améliorer différents anticorps thérapeutiques. On pourrait modifier la spécificité d'enzymes vers de nouveaux substrats. Évidemment, tout ça intéresse au plus haut point certains industriels. Le prix Nobel de chimie 2018 a été attribué à Frances Arnold pour ses travaux sur l'évolution dirigée. Donc c'est quelque chose qui devient chaud. Dernier contrôle continu et je vous lâche. Donc je vous rappelle simplement qu'on est maintenant entré dans l'évolution artificielle avec les possibilités ouvertes, mais pour l'instant interdites, de thérapie germinale, interdite en France, le forçage génétique, qui s'applique pas à l'homme évidemment, mais à différentes espèces, et l'évolution dirigée in vitro. Et alors, pour terminer, je vous invite à rêver un petit peu et à se demander est-ce qu'on ne pourrait pas remonter le cours de l'évolution plutôt que de l'accompagner, faire revivre des espèces disparues et pourquoi pas mammoutiser du génome d'éléphants. C'est en cours. Il y a un groupe de chercheurs à Harvard qui a ça comme projet. Donc de prendre un génome d'éléphant et en utilisant les bribes de génome qu'on a retrouvées dans des mammouths congelés, petit à petit de le modifier pour arriver à faire naître je ne sais pas comment l'appeler, et le faire porter par une éléphante. Dernier aspect que je n'envisage pas du tout, mais qui est tout à fait intéressant, c'est de changer le code génétique. Il commence à y avoir des travaux, des publications dans lesquelles le code génétique, jusqu'à présent totalement immuable au cours des espèces, eh bien on va lui rajouter des possibilités. On a synthétisé de nouveaux nucléotides capables de coder pour d'autres acides aminés, donc ça ouvre un champ totalement nouveau pour cette évolution, et c'est là-dessus que je vous laisse. Et vous avez 4 heures. Bon, on peut remercier le professeur Boucard pour ce vaste panorama qui ouvre sur des perspectives. Certaines paraissent bénéfiques, mais d'autres soulèvent pas mal d'inquiétudes. Je pense que vous allez maintenant, la parole est à la salle, vous allez maintenant faire part de vos questions adressées à Philippe. Qui veut vous intervenir en premier? Votre excellent travail, on vous en remercie. Actuellement, je suis en train de lire un ouvrage sur les plantes. Un ouvrage sur les plantes qui reproduit pratiquement le travail que vous avez exposé, mais transposé aux plantes.
avec tout l'historique de Mendel, le reste, tout ça, et puis ce qu'on peut attendre des plantes et savoir qu'elles ont une vie et une âme. C'est pas vraiment une question, c'est une information supplémentaire. C'est une information supplémentaire sur le monde végétal. C'est vrai que je me suis plutôt intéressé au monde animal. Mais les lois sont les mêmes et elles régissent aussi bien les plantes que les animaux. Une autre question, une autre intervention? Oui, merci. Je voulais vous demander si vous pouviez nous donner quelques précisions sur les pistes chaudes en thérapie humaine issues de ces travaux, enfin de ces... Alors, en termes de thérapie génique de maladies humaines non germinales, alors là, il commence à y en avoir un certain nombre qui fonctionnent pas mal. Les toutes premières ont été réalisées en France, hein, par le groupe d'Alain Fischer, à Necker. Il s'intéressait à un déficit immunitaire. Hein, c'était vraiment un travail tout à fait extraordinaire qui, au début, a donné, comme toujours dans les débuts, des effets secondaires graves, puisque plusieurs des enfants, il y avait 11 enfants qui avaient été traités, il y en a 2 ou 3 qui ont développé une leucémie. Mais c'est là où le groupe de Fischer s'est attiré vraiment un respect énorme, c'est que lui-même a attiré l'attention sur ces effets, et qu'ils ont réussi par de la recherche à identifier les problèmes et à les résoudre. Alors, comment, ça je ne me rappelle pas très bien, mais je ne peux pas vous le citer maintenant tous les exemples qui existent, mais il y en a quand même un certain nombre. Autre question? Merci Philippe, tu nous as fait le tour de force de nous faire passer la génétique en quelques 3 quarts d'heure. Bravo, c'est super. Il y a une question que je me posais qui apparaît dans la presse courante, ce qu'il en est de l'épigénétique et de tous les phénomènes qui sont liés à l'environnement et à la transmissibilité éventuelle et héritabilité éventuelle de ce phénomène épigénétique. On en entend beaucoup parler, et qu'est-ce qu'il en est exactement? Il va le faire. Alors, effectivement, on entend beaucoup parler d'épigénétique. J'évite soigneusement de me lancer là-dedans parce que je suis sur une autre conférence. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on appelle exactement l'épigénétique? C'est quelque chose qui vient au-delà de la génétique, par-dessus. Alors, quand on regarde s'il y a une mutation dans un gène, on regarde ça simplement au niveau de l'ADN, et d'un ADN qui a été répliqué un très grand nombre de fois avant de pouvoir être accessible à la séquence. Quand j'ai un très grand nombre de fois, c'est 1 million de fois. Et au cours de ce processus de reproduction in vitro de l'ADN, il y a une information qui existait de l'ADN qui est perdue, c'est des petites modifications chimiques, qu'on appelle des méthylations, que je pourrais assimiler à des accents sur un texte. Si vous reproduisez un texte mais que vous avez un système qui ne tient pas compte des accents, vous pourrez très très bien être capable de lire votre texte et de voir s'il y a une erreur. Mais cette petite information-là est perdue. Ça, c'est une modification épigénétique. Par exemple, elle peut rendre compte du fait que certains gènes, bien qu'étant normaux dans leur séquence, ne soient tout simplement pas exprimés. Parce que du fait de ces petits ajouts qu'on met dessus, peut-être un gène parfaitement normal pourra tout simplement être éteint. Et donc il sera normal, il ne sera pas muté, mais il sera éteint. Donc voilà un bon exemple d'épigénétique qui touche l'ADN. Maintenant, l'épigénétique peut aussi modifier, non pas tout à fait l'ADN, mais la chromatine. Et donc il y a des protéines qui sont associées à l'ADN. Et le problème, et ça je n'ai pas vraiment la réponse à ça, mais c'est de savoir comment ça se propage d'une génération à l'autre. Et là, je ne souhaite pas me laisser entraîner là-dedans parce que je ne suis plus... Mais c'est évidemment la question qui se pose. Et l'effet de l'environnement là-dessus, est-ce que l'environnement justement passe par ce biais de l'épigénétique? On peut très bien imaginer qu'au lieu de faire une mutation qui va abîmer un
nucléotide ou le changer, eh bien on va éliminer une méthylation, ou au contraire en rajouter une. Et il y a des médicaments d'ailleurs qui sont des inhibiteurs de la méthylation, qui agissent à ce niveau-là. Épigénétique, ça veut dire essentiellement régulation du gène, hein, ça ne veut pas dire structure, ça veut dire régulation du gène. Moi, j'ai une question à te poser. Génétique et diagnostic. Diagnostic. Les diagnostics prédictifs. On parle beaucoup du séquençage des gènes. Et donc, ce séquençage dans certains pays est devenu un séquençage préconceptionnel. C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui veulent avoir un enfant demande une analyse, une identification de leurs gènes pour savoir si le gamin à venir sera intelligent, en particulier, ou pourra développer une éventuelle maladie. Alors, que pense le spécialiste de cet aspect prédictif, d'un point de vue scientifique et surtout également d'un point de vue éthique? Alors je dirais que regardez s'il y a une possibilité s'il y a une prédisposition, s'il y a un gène malade, c'est possible, mais regardez tous les gènes possibles. Là, c'est quand même, on peut faire la séquence, mais on connaît finalement très peu de choses sur le nombre de gènes qui confèrent une prédisposition. Deuxièmement, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je voulais avoir, avoir ton avis à la fois sur le plan scientifique, est-ce que c'est valable? Tu viens de répondre en partie, tu viens de répondre en disant, donc, c'est pas parce qu'on va trouver un gène en normal que la descendance... Oui, je parlais d'intelligence. Alors là, l'intelligence, moi, je ne la vois pas définie par un gène. Peut-être une combinaison de beaucoup de gènes et de l'environnement et de la... Non, mais là, je fais allusion à l'Institut génétique chinois qui travaille ouvertement sur les gènes de l'intelligence. Mais quand ils auront un gène d'intelligence, j'aimerais bien le voir. Mais, donc, d'un point de vue éthique, je reste extrêmement sceptique là-dessus. Du point de vue éthique, quel est ton avis sur la question? Ah ben, du point de vue éthique, c'est évidemment tout à fait dangereux. Parce qu'aux États-Unis, ça coûte $100. Ah non, mais effectivement, $100, tu as voilà, et n'importe qui peut. Et c'est pas pour ça si on va savoir si on va être intelligent ou pas. Ou si on est déjà. Moi, je n'ai pas conviction sur ce système. Mais donc, les États-Unis, Israël, librement, bon, mais à la limite, si on voulait se faire chacun séquencer, je n'aurais pas d'inconvénient, parce que je ne vois pas très bien quelle information on arriverait à tirer. Alors, d'après la loi de bioéthique, parce que nous avons la chance en France d'avoir une loi de bioéthique, ceci n'est autorisé que s'il y a des antécédents pathologiques graves. Dans la famille. Voilà. Oui, pardonnez-moi, je suis un béotien en matière de biologie moléculaire. Je suis frappé en vous entendant par la multiplicité, la diversité, l'énormité des variations dans ce domaine. Il est difficile de s'y retrouver et jusqu'à présent, les progrès me semblent avoir été réalisés. On parlait de l'intelligence par l'intelligence humaine, essentiellement. Un peu à tâtons, un peu de façon empirique. Qu'adviendra-t-il maintenant? Ça commence d'ailleurs à se dessiner, mais qu'adviendra-t-il maintenant avec l'arrivée des bases de données et de l'intelligence artificielle pour mettre un peu d'ordre et de rangement dans tout ça? Est-ce que c'est destiné à avoir un rôle décisif? L'intelligence artificielle, alors je suis persuadé que l'intelligence artificielle a un rôle à jouer dans pratiquement tout, et en tout cas là. Mais alors là, bon, on en est au début. Pas capable d'anticiper. Vous laissez du travail aux autres. Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît,
nous parlez des OGM. Vous parlez des OGM et de leur dangerosité. Ah, pardon. Alors, ça c'est une bonne question. Ça pourrait faire une conférence, mais j'évite en général d'utiliser ce mot, même si j'en ai parlé. Hein, mais je ne les ai pas appelés comme ça. Personnellement, les OGM ne me posent ne représentent aucun risque pour moi, pour la santé. Manger du maïs transgénique, d'abord, certainement j'en mange, même si je ne le sais pas, mais en plus, ça ne me fait absolument pas peur. En revanche, tout ce qui peut créer un monopole, ça c'est un aspect commercial, hein, ça alors là, je pense que c'est vraiment grave. Et ça, on peut peut-être lutter contre ça, mais je vois pas pourquoi un maïs qui aurait reçu un jet de... Non, ça je ne crois pas du tout, je mange absolument sans arrière-pensée. C'est ce que je voulais dire. Deux dernières questions. Oui, bonsoir. Ma question est plus politique, pardon. On voit la poussée des chercheurs, notamment en Chine et aux États-Unis, et en Europe, et notamment en France, et surtout en France, on essaye de contrôler tout ça par des lois sur la bioéthique. Quel est votre avis là-dessus? Qui va percer? Est-ce qu'on peut réellement, et jusqu'à quel point, limiter avec des idées sur l'éthique, sur la vie, sur l'humanisme et tout ça? Je pense qu'on ne peut contrôler que ce qu'on fait nous-mêmes, hein, mais c'est sûr qu'il y a des pays, la Chine, il n'y a pas que la Chine, qui sont quand même plus libéraux dans ce domaine. Là, on avait atteint des sommets avec l'affaire des bébés CRISPR, hein, mais il y a des pays qui sont quand même plus limite, moins restrictifs que nous. De toute façon, les progrès qui sont acquis ailleurs, parce que quand on se lance dans ce genre de technologie, on commence par faire les erreurs. Donc on est sûr qu'au début, pendant quelques générations, ça ne va pas marcher. Mais on va apprendre. Donc on va apprendre à éliminer les effets secondaires, à faire des... Parce que ce truc de CRISPR, c'est très gentil sur le papier, mais un des gros problèmes qui se pose, c'est on dit ça va aller là, ça va changer ça là. Hein, est-ce que ça ne va pas changer autre chose ailleurs? Et effectivement, l'expérience montre que ça le fait. Donc on va améliorer les choses jusqu'au moment où, certainement un jour, ce sera vraiment une poil parfait. Pour compléter cette remarque, il se trouve que j'ai eu la chance de travailler sur la loi de bioéthique, la première version de la loi de bioéthique. Nous avons la chance en France d'avoir cette loi qui couvre très largement tous les domaines de la biologie. Et vous le savez sûrement, la quatrième version est actuellement en cours d'examen. Elle est passée aussi par là. Donc, en France, il y a eu une réflexion en profondeur sur tous ces problèmes. Et c'est une chance. Et ce n'est pas la même chose, vous savez. C'est tout à fait vrai, ça. Oui. Quelle est la position du Vatican à ce sujet? Est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'elle évolue? C'est pas ma référence en matière d'évolution. Mais non, ils sont évidemment très restrictifs là-dessus. Le Vatican, en ce qui concerne la bioéthique, a une attitude, on va dire, très réservée. Oui. Oui, oui, oui. Bonsoir. J'ai entendu parler d'ADN mitochondrial. Est-ce que vous pourriez en parler? Oh, absolument. Quand j'ai parlé d'ADN, jusqu'à présent, je n'ai parlé effectivement que de l'ADN nucléaire. L'ADN nucléaire, c'est de loin le plus abondant, évidemment, et c'est celui qui porte tous nos caractères distinctifs. L'ADN mitochondrial code pour les fonctions, disons, les plus triviales, c'est-à-dire la centrale énergétique, des choses, oui, assez banales qui n'ont rien à voir avec notre personnalité. Alors, il y a
Alors, l'ADN mitochondrial, il a ceci de particulier, c'est que toutes les cellules somatiques en ont, mais dans les gamètes, il n'y a que les ovules qui en ont. Le spermatozoïde est trop petit, il n'a pas de mitochondrie. Donc, quand on étudie la génétique mitochondriale, on étudie la génétique de lignée maternelle. Mais ça ne pose pas vraiment de problématique parce qu'il n'y a pas de fonction noble dans l'ADN mitochondrial. C'est intéressant pour la gendarmerie. Ah, c'est intéressant en soi, mais ça ne soulève pas de problème éthique. Moi, j'ai une petite question, je reviens à CRISPR-Cas9. Est-ce que les chercheurs en France et peut-être ailleurs qui ont un projet là-dessus doivent soumettre leur projet à une instance éthique ou... S'il s'agissait d'un projet de thérapie, bien sûr, de toute façon, ce serait interdit. Ça n'empêche pas de faire de la recherche en laboratoire mais qui n'a rien à voir. Les projets de recherche en laboratoire ne doivent pas nécessairement être soumis à des... Si c'est juste en laboratoire qu'il n'y a pas de réimplantation chez l'homme, c'est pas du tout pareil. Si on ne va pas créer un individu modifié, et ça pour l'instant c'est totalement banni. Non, c'est pas ce qui sort du labo en fait. Après. On ne sait pas. Ça commence toujours au laboratoire, mais on ne sait pas ce qui sort du laboratoire après. Non, bon, on peut apprendre des tas de choses au laboratoire avant de se lancer à une application humaine. Hein. Il y a des tas de questions qu'on peut poser. Si c'est très encadré. Pardon ? Il n'y a plus que la génétique, tous les projets scientifiques de recherche avancée en biologie humaine sont très encadrés. Oui, non, mais parce que ma question c'est parce que avant, vous parliez des premières lois de bioéthique, quand il y avait un projet de biologie moléculaire toute simple, de recombinaison génétique in vitro, ces projets devaient être soumis à une condition particulière. Donc ma question c'est est-ce que les projets avec CRISPR-Cas9 doivent également être soumis comme c'était le cas il y a quelques années? Peut-être, je ne sais plus, parce que là j'ai réfléchi surtout aux aspects de transfert chez l'homme. Mais c'est vrai que il y avait dans le temps, j'en ai fait partie de la première commission de génie génétique, qui était alors d'une il n'y avait pas de contrôle en fait. Ah si, c'était extrêmement contrôlé, mais c'était devenu complètement parano. À l'époque, oui. À l'époque. Maintenant, non. Alors, maintenant, je pense que c'est effectivement, chaque fois qu'on fait une manipulation génétique dans un tube à essai, on a de compte à rendre. Je parle de CRISPR-Cas9. Ah, je pense que ça doit être, peut-être qu'il faut déclarer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faut pas l'appliquer. Bonsoir. Je voulais vous poser la question au niveau éthique. Que pensez-vous de la généalogie au niveau de l'ADN, de la recherche de l'ADN pour la généalogie, au niveau éthique? Qu'est-ce que je vois pas très bien quel point. Parce qu'en ce moment, c'est un grand boom qui vient d'Amérique. Ça rentre dans les normes de demander son ADN pour savoir son ascendant, son descendant. Mais moi, je me pose la question au niveau éthique, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas sous-jacent, comme on pourrait dire, autre chose que... Parce qu'il y a beaucoup de choses dites et non dites. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de... Soi-disant retrouver certains assassins, certains criminels... Alors là, au niveau éthique, est-ce que c'est quelque chose qui est probant ou est-ce qu'il faudrait peut-être... qu'en pensez-vous? Voilà. Est-ce que c'est probant de rechercher? Voilà, oui. Est-ce que la recherche dans des cas de oui, criminels? Oui, ah ben oui, c'est probant. Est-ce qu'au niveau de la valeur de l'empreinte de la recherche, c'est valable? Mais toutes ces techniques-là de police scientifique sont évidemment issues de la recherche et elles sont tout à fait probantes. Et sur quoi se base-t-il? Parce que quand même... Pour identifier... Oui. Ah ben, sur des comparaisons d'ADN. Par d'autres personnes, des vivantes ou mortes, c'est surtout ça. Ah ben oui. Ça ne peut se baser que sur des vivants. Non, on peut très bien faire des analyses sur... Si on a un prélèvement, on fait des analyses sur les momies.
Oui, oui, ça je sais. Oui, oui, ça je l'ai vu. Enfin bon, pour avoir sur les descendants, il faut quand même avoir de l'ADN, du moins. Tant qu'on a de l'ADN, on peut faire toutes les analyses qu'on veut. Maintenant, c'est pas toujours facile d'avoir de l'ADN. Et voilà. Ah ben. C'est pour ça qu'ils veulent avoir des cartes. Et ça nous a été dit par une conférence qui a été réalisée par un ancien commissaire de police d'ici, et qui nous a dit que tôt ou tard, on finirait à avoir chacun notre carte. Ah ben. Et donc, à ce moment-là... C'est dans ce sens que je vous pose la question. Parce qu'on ne nous en parle pas, mais doucement, on parle. Le fait de pouvoir retracer l'identité d'un assassin ne me paraît pas éthiquement poser de problème. Mais... Philippe, oui, ce qui serait peut-être intéressant, je pense, pour les gens de la salle, qui est un point important, qui est le problème du gène médicament. Je vais jusqu'au bout de ma pensée. Est-ce qu'on va aller dans une pharmacie, demander, je voudrais un gène numéro de temps, pour me corriger mon désordre? Non, mais attendez, pour parler, voilà. Est-ce qu'il y a un avenir pour ça? Il y a peut-être un avenir, mais en tout cas, je ne le verrai pas. Mais, non, ce qui se fait, c'est des bébés médicaments. Ah oui, oui, mais c'est là aussi la loi éthique. Alors, ça, effectivement, ça pose un problème éthique. C'est-à-dire, fabriquer un bébé dont on aurait vérifié la proximité immunologique, par exemple, avec un autre enfant qui, lui, est porteur d'une maladie et dont on se dit, j'ai pu pouvoir faire grève de moi. Fournisseur de pièces détachées. Voilà, absolument. Donc, ça, là, je peux dire que c'est rigoureusement interdit dans notre loi de bioéthique. Sauf que c'est pas forcément facile à tracer. Non, le truc. Bon, l'heure avance, encore une question? Non. Bien, Philippe, je crois qu'on peut te remercier pour ce magnifique